Hôtels avec des bouteilles d'eau. Ah d'accord. Pour que ne meure pas la prochaine Nifuta Correa. En hommage à Nifuta Correa. C'est pas comme... du marché à tous les aspects de la vie. Et actuellement, bon, les politiques européennes, le fameux traité européen sont essentiellement, malgré tout dans ma vision bien sûr, destinés à renforcer ces liens entre les États, les politiques des États et disons, une nécessité économique. Mais cette nécessité économique est essentiellement celle qui est créée par les conditions de fonctionnement du capitalisme. Être un manipulateur, mais non, finalement, les raisons pour lesquelles il gagne ne sont pas les raisons. Bon, il faut qu'on crée un centre de formation à la pratique démocratique. Mais un centre de formation à la pratique démocratique, ça veut dire, justement, en tant qu'ignorants, on s'enseigne à nous-mêmes une pratique qu'on ne connaît pas encore. Voilà, donc on est tous à la fois maîtres et élèves dans cet apprentissage de la pratique démocratique. Il y a plein de saké. Ah oui. Ouais, j'ai jamais goûté ce qu'il y avait dans les bouteilles d'eau de Nifuta Correa, peut-être c'est de l'agneau. Et là, non, là, effectivement, il y a des canettes, il y a du saké, etc. Là, c'est pour qu'ils boivent, vraiment. Bueno, Jacques, la primera pregunta es sobre cuál es la relación. Yo sé que naciste en Argelia y que te fuiste de muy pequeño de Argelia, pero cuál es tu relación y la imagen y el paisaje colonial, digamos, que tenés, cuál es el recuerdo y cómo influyó eso en lo que sería tu trayectoria posterior. Bon, je suis né en Algérie, mais je suis né à Alger parce que mon père était fonctionnaire, donc je n'ai vécu que 2 ans en Algérie, donc je n'ai vraiment pas connu directement le système colonial. Bon, en revanche, j'ai vécu entouré de livres, d'objets, d'images qui, elles, m'ont témoigné de l'Algérie coloniale. Donc ça a eu bien sûr ça a eu un rôle dans ma vie, ça m'a sensibilisé bien sûr à l'Algérie,
puis ça a fait que j'ai pu avoir envie d'y retourner après l'indépendance. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui avait des racines en Algérie comme Jacques Derrida, comme Louis Althusser, donc comme beaucoup de gens qui véritablement venaient de familles installées depuis longtemps en Algérie. Moi, j'y suis né un peu par hasard, même si ce hasard a compté dans ma vie. ¿Cómo fue el inicio de tu vocación filosófica? Ça a été compliqué, parce que je crois que dès le début, la question de savoir si j'étais un philosophe était une question difficile, quoi, puisque je ne savais pas très bien si je voulais faire de l'histoire. D'abord, je voulais être archéologue, et puis, bon, le goût de l'archéologie m'a passé. Une fois, j'ai vu des images d'Égypte avec des serpents terribles. Je me suis dit non, c'était pas un métier pour moi. Alors après ça, bon, j'ai voulu plutôt faire travailler la littérature, et je suis arrivé à l'école normale supérieure. Je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, et puis je me suis décidé à la fois un peu par hasard et aussi parce que à l'école normale supérieure, la personne qui s'occupait de la philosophie, c'était Louis Althusser, donc il y avait une certaine aura que n'avaient pas ses homologues dans les autres disciplines. Alors comme ça, bon, c'était, il y avait aussi l'idée justement que la philosophie était une chose un peu difficile, quoi. C'était plus un défi, quoi. Je l'ai choisi plus un défi. J'aurais fait de l'histoire, j'aurais fait de la littérature, bon, c'était facile, quoi. J'avais été voir Althusser, il m'avait dit, écoutez, je sais pas, mais enfin essayer. Et puis bon, j'ai essayé, et puis ça a marché. ¿Y podés contar un poco cómo fue el clima de la escritura colectiva del libro Para leer el Capital? Ça n'a pas du tout été en fait une écriture collective. Ça a été, au départ, ça devait être un séminaire de gens qui cherchaient avec une ambition un peu folle d'apprendre enfin aux gens ce que c'était que la philosophie cachée du Capital, quoi. Mais en fait, ça s'est transformé essentiellement en une série d'exposés publics, et ça n'a pas du tout été une discussion collective. Ça n'a pas non plus été une écriture collective. Finalement, chacun a fait son texte. Au départ, c'était simplement un exposé à faire devant des gens, et puis c'est devenu un peu un livre. Moi, je ne savais pas que ça serait un livre quand j'ai parlé, quoi. C'était Althusser qui avait un peu sa stratégie d'écriture par rapport au Parti communiste pour constituer une sorte un peu de pouvoir intellectuel au sein même du Parti communiste. Donc il y avait cette stratégie, et c'est devenu un livre, mais c'est faussement un livre collectif en quelque sorte. ¿Cómo evaluás retroactivamente el impacto del libro? Bon, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a un écart maximum, je dirais, entre la façon dont ces textes ont été faits et puis la résonance du livre. Bon, moi, je devais enseigner aux gens la philosophie du Capital, mais je n'avais jamais lu le Capital. Je le lisais à toute vitesse au fur et à mesure que je devais parler. Donc, finalement, je découvrais le Capital, quoi. Et après, bon, finalement, ça a devenu quelque chose d'important. Pas tellement, je pense, à cause du contenu du livre, quoi, mais justement à cause d'une sorte d'événement. Tout d'un coup, on disait que le Capital de Marx, c'était pas le texte qui appartenait au Parti communiste, à l'avant-garde, qui était une espèce véritablement un petit peu de manuel en quelque sorte des dirigeants. Il y avait, tout d'un coup, il y avait cette idée qui avant n'existait pas du tout en France, parce qu'en France, il n'y avait pas de tradition vraiment de genre de recherche marxiste indépendante. Il n'y avait rien comme l'école de Francfort, rien comme ce qu'il y avait pu avoir aussi en Italie. Donc, il y avait vraiment que les textes du parti, très très peu de philosophie marxiste. Donc, ça a été comme une espèce de manifeste, et dont l'importance, je crois, a été liée, bien sûr, au contexte. Le contexte, c'était les mouvements du tiers-monde, la révolution culturelle chinoise, l'idée qu'on était vraiment à un moment comme ça où l'histoire basculait, et que, redécouvrir Marx, c'était redécouvrir le Marx, qui n'était pas le Marx des dirigeants de l'Union soviétique, quoi, mais qui était le Marx de ces nouveaux mouvements qui étaient en ébullition un peu partout dans le monde. ¿Y nos podrías contar un poco cómo fue tu experiencia política, el momento político del 68? Bon, mon expérience politique était un petit peu, je dirais, modeste en réalité, parce que j'ai vu venir 68 avec les présupposés d'un althussérien. Les présupposés d'un althussérien, c'était bien sûr que ces mouvements de la jeunesse étudiante étaient des mouvements petits bourgeois, spontanés, de gens qui, disons, vivaient dans l'idéologie, partageaient en fait l'idéologie individualiste bourgeoise, n'étaient pas vraiment capables justement d'être une vraie avant-garde. Donc il y avait l'idée que, disons, ces gens-là n'étaient pas dans la science mais dans l'idéologie, et que bien sûr il fallait les rééduquer par la science. Bon, Althusser avait écrit un texte très 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 dur quelques années auparavant contre
justement les mouvements étudiants qui étaient un petit peu comme le prélude de mai 68, pour dire que c'était vraiment des histoires de petits bourgeois qui finalement étaient complètement, disons, déviants et que le devoir des intellectuels communistes était d'abord d'apprendre la science, et que le devoir des étudiants, c'était d'abord d'apprendre la science. Voilà, alors évidemment, 68, au départ, pour nous, c'était vraiment le renversement de tout ce qu'on avait cru. Et bon, donc ça a été un effet un petit peu différé, quoi. Moi, au départ, 68, je voyais pas très bien ce que ça voulait dire. Après, il y a eu ces mots d'ordre d'union étudiants ouvriers. Il y a eu on a vu venir des ouvriers en Sorbonne. Les étudiants sont allés aux portes des usines. Moi-même, j'ai été un petit peu, enfin, j'étais plus étudiant, j'étais déjà, disons, à l'époque, un chercheur, quoi. Je me suis surtout intéressé à cette époque à l'aspect de briser la séparation, donc ce mouvement d'union entre étudiants et ouvriers, quoi. Et bon, alors après 68, au moment un petit peu où tout s'est défait, quoi, à ce moment-là, j'étais enseignant à Vincennes, quoi, et j'avais des étudiants, j'avais deux sortes d'étudiants, les étudiants du Parti communiste et les étudiants du groupe maoïste de la gauche prolétarienne, quoi. Et bon, finalement, c'est les étudiants de la gauche prolétarienne qui m'ont dit, finalement, les cours c'est bien, mais il y a d'autres choses à faire, il faut venir faire des actions avec nous, quoi. Et c'est comme ça, donc, je suis devenu membre de ce groupe auquel j'ai participé pendant quelques années. Ça a été ma principale expérience militante, une expérience à la fois intéressante, quoi, et en même temps un peu folle, parce que, disons, il y avait un tel écart entre l'ambition d'être vraiment à la tête d'un mouvement populaire et la réalité de la faiblesse, la faiblesse de ce mouvement maoïste qui, à la fois, faisait des actions très spectaculaires et qui, en même temps, représentait très très peu de choses dans la réalité française. Mais pour moi, ça a été un moment important, parce que, j'avais connu la période où on disait qu'il fallait que les intellectuels enseignent les masses. J'avais connu avec les maoïstes la période où on disait qu'il fallait que les masses éduquent les intellectuels, quoi. Donc, cette double expérience était, je pense, une bonne préparation à ce que j'ai pu, après ça, élaborer autour de la notion d'émancipation intellectuelle, où justement il ne s'agit plus qu'on éduque les autres, quoi, mais d'abord qu'on s'émancipe. Y entonces de ese momento y de esa ruptura con el grupo altuseriano a los archivos obreros, ¿cómo es ese pasaje? Donc en fait, moi, disons que faut bien voir que le groupe althusserien n'était quelque chose en fait qui n'était pas si serré que ça. En tout cas, moi, j'étais pas tellement au centre de ce groupe, mais bon, j'avais participé à lire Le Capital. Après, j'avais plus de rapport vraiment organique avec le groupe. Il y a eu 68. Tout d'un coup, je me suis dit, mais Althusser, l'idée de la science contre l'idéologie, c'est entièrement réactionnaire, c'est entièrement à l'encontre de la réalité des mouvements. Donc, j'étais parti, quoi. J'avais un petit peu, mais rompu par le fait, quoi. J'ai écrit un texte dénonçant la théorie althusserienne de l'idéologie. D'ailleurs, c'est l'Argentine qui a publié ce texte à l'époque. C'était un Argentin qui l'avait demandé. Et puis après ça, moi, ça m'intéressait plus tellement, quoi. Et puis il se trouve qu'après, au moment où l'althusserianisme a repris un petit peu, j'étais un peu obligé de dire que j'étais plus de la famille, quoi. C'est pour ça que comme ça que j'ai écrit la leçon d'Althusser. Pas tellement parce que j'avais besoin de polémiquer, mais parce que j'avais besoin de marquer ma distance, et marquer cette distance, c'était pour moi aussi peut-être le moyen d'engager un autre travail. C'était le moment où je commençais effectivement en 1973 à travailler sur l'archive ouvrière en me disant, sortons de ces débats intérieurs à la théorie marxiste. On parle toujours de conscience de classe, prolétariat, mouvement ouvrier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc je me suis dit, il faut aller voir un petit peu sur le terrain. On a vu un peu sur le terrain dans le présent, quoi. Et maintenant, allons voir dans le passé un petit peu l'histoire de ce mouvement ouvrier. Donc je me suis lancé effectivement dans les archives avec l'idée un peu folle de suivre la trajectoire de la pensée ouvrière, de mouvement ouvrier depuis ses origines. ¿Y cómo fue el descubrimiento del personaje y de la vida de Joseph Jacotot? Il se trouve que donc pendant que je travaillais sur les archives ouvrières, j'avais d'abord rencontré au passage le nom de Joseph Jacotot, parce qu'on parlait quelquefois
ça, d'ouvriers qui étaient allés voir Jacotot, d'ouvriers qui s'étaient inspirés de Jacotot, même d'ouvriers qui se transformaient eux-mêmes en professeurs jacotistes, quoi. Donc c'était évidemment quelque chose qui était au cœur de ce que j'étudiais, à savoir l'émancipation ouvrière, puisque ce qui m'était apparu très rapidement, c'est que l'émancipation ouvrière, c'était pas simplement, disons, des histoires de lutte pour les salaires, ou des choses comme ça, ou de protestation contre l'exploitation. C'était vraiment comme une espèce de volonté de se sortir justement d'une certaine manière d'être ouvrière, de devenir comme des citoyens un petit peu à part entière, d'un monde d'expérience commun, d'un monde de la pensée, d'un monde du langage commun. Et donc voilà, j'avais vu ce nom de Jacotot au passage, et bon, je m'étais dit, bon, il faudra aller voir ça un peu ce que c'est, quoi. Et donc une fois, bon, après avoir terminé mon travail sur l'émancipation ouvrière, bon, quelques années après, je me suis lancé un jour dans la lecture de ces livres de Jacotot, avec des titres comme ça qui apparemment ne promettaient pas des choses politiques très, très exaltantes, comme musique, mathématiques, langue maternelle, langue étrangère. Et puis bon, je me suis rendu compte que dans tous ces livres, effectivement, on n'apprenait jamais ni la musique, ni la langue, ni rien de tout ça, mais qu'il y avait toute une espèce de discours absolument incroyable qui remettait en question les fondements même de tout ce qui était les institutions du savoir, la logique scolaire et toute la logique politique qui en même temps s'inspirait de la logique scolaire, parce que c'était la grande époque du progrès, quoi, l'instruction du peuple, le progrès, et donc au fond l'image du peuple enfant qui devient adulte, et tout ça était justement normé par un modèle qui était le modèle classique, quoi, du savant qui apprend au peuple, qui apprend à l'enfant petit à petit, dans le bon ordre, et puis avec l'idée qu'une fois que l'enfant ou le peuple saura ça, bon, disons, il sera un peu à sa place, disons, dans l'ordre social moderne. Et bien sûr, ça a été pour moi un choc, quoi, que Jacotot balaye tout ça, quoi. Usted ayer dijo en la conferencia que entre fines del siglo XIX hasta la década del XX, oui, las instituciones políticas alternativas sí, eran modos de vida, desde oui, las cooperativas obreras hasta las universidades populares. oui. ¿Siente que después de esa época no se volvió a repetir esa suerte de relación entre existencia autónoma e institución popular? Bon, je pense que c'est assez difficile de penser que on va revoir dans le présent, bon, ce type de rapport. Bon, il est clair bien sûr que la coopérative ouvrière, ces coopératives se sont développées, bon, à un certain moment du capitalisme, un certain type un petit peu d'industrialisation, avec des possibilités finalement pour un groupe productif, d'un groupe producteur d'avoir la maîtrise un petit peu, d'avoir la maîtrise des débouchés de son travail, de la place de son travail dans un ordre plus large, quoi. On voit bien qu'aujourd'hui, bon, c'est évidemment beaucoup plus difficile, et on voit bien aussi que, les ouvriers à l'époque créaient un petit peu des institutions intellectuelles alternatives, universités populaires, dans un moment où il y avait un peu comme une espèce de vacances, quoi. Bon, l'institution scolaire officielle, bon, ne prenait les enfants que jusqu'à un certain âge, et puis après, bon, il y avait finalement une éducation pour une petite élite, et puis bon, et puis plus rien, quoi. Alors évidemment, c'était une manière de créer comme des institutions alternatives qui venaient à la place aussi de ces universités où finalement les enfants du peuple n'avaient pas accès, quoi. Alors bon, bien évidemment, on n'est pas dans les mêmes situations, l'univers productif n'est pas le même, on est dans un univers de scolarisation un petit peu généralisée, bon, qui fait qu'on ne peut pas véritablement reproduire ce modèle, mais en même temps c'est quand même, je pense, un modèle important, c'est-à-dire que ça nous dit effectivement que, disons, il suffit pas, on ne peut pas simplement être une force de protestation, on ne peut pas non plus simplement être une force qui prépare un avenir pour Dieu sait quand, quoi, mais si une force socialiste ou démocratique, ouvrière a un sens, le sens effectivement c'est quand même de créer des formes d'action, des formes de pensée, de circulation, d'enseignement, et aussi des formes de travail et de vie qui soient autonomes. En un sens c'est moins difficile que pour ceux qui ont commencé, parce que pour eux, effectivement, ça paraissait invraisemblable à l'époque, quoi. En même temps, c'est plus difficile parce qu'on est dans un autre univers, mais je crois pour moi que c'est quand même la condition essentielle, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de futur s'il n'y a pas déjà des embryons de la constitution de ce futur qui existe dans le présent. Usted suele criticar las visiones que vienen del operaísmo italiano, Oui. que derivan una subjetividad política del momento del capitalismo actual. ¿Cuál sería su idea de subjetividad obrera, si se puede pensar ese término o no? ¿O cómo definiría hoy la condición obrera?
Bon, je pense que c'est très difficile. Dans l'opéralisme italien, il y a cette tentative de continuer cette logique marxiste selon laquelle le développement des forces productives crée un type de sujet qui est le porteur de la révolution à venir. Et bon, effectivement, une des dernières versions, ça a été cette idée du travailleur cognitaire, comme ça, qui incarne en quelque sorte un moment du capitalisme actuel, qui serait le capitalisme immatériel, quoi. Bon, pour moi, c'est quand même une vision qui est largement erronée du monde contemporain, c'est-à-dire cette vision effectivement assez large qui pense qu'aujourd'hui il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus que effectivement des gens travaillant sur des ordinateurs. Non, non, simplement malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, non. Bon, les mêmes usines qu'on a connues existent toujours, mais elles sont pas en France, ou elles sont pas, je sais pas, en Argentine, je sais pas, mais disons elles sont pas en France ou en Italie ou en Espagne, elles sont bon quelque part beaucoup en Chine, quoi. Donc et puis ce qu'on a dans les pays, disons dans le vieux continent, puisque pour ne pas limiter pour l'instant à l'Europe, quoi, c'est effectivement des processus de délocalisation, des processus de fermeture d'usines, des processus d'un côté d'intensification très très forte du travail, là où l'usine à l'ancienne existe encore, quoi, dans l'automobile par exemple, et puis par ailleurs effectivement une espèce d'effritement, les gens avec des gens qui ont des métiers qui sont des métiers à temps partiel, qui travaillent pas du travail au chômage, sont à moitié étudiants, à moitié travailleurs salariés. Bon, on sait maintenant, par exemple, nos artistes même sont pour la plupart ce qu'on appelle en France intermittents du spectacle. C'est-à-dire, en fait, disons, l'artiste est devenu, en tout cas en France, mais je pense pas seulement en France, est devenu quelque chose comme une incarnation du travailleur précaire, quoi, du travailleur à temps partiel. Donc, je dirais qu'on a à la place d'une classe ouvrière comme ça, qui serait unie, aussi bien sur le mode ancien, disons, du travailleur d'usine que sur le mode du travailleur cognitaire, on a à la place une espèce de condition précaire qui à la fois est généralisée et qui en même temps, bien sûr, recouvre des réalités complètement différentes, quoi. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas justement une espèce, il n'y a pas d'abord un rassemblement qu'on pourrait dire spatial, comme il y a pu y avoir à une époque le rassemblement spatial de l'usine, quoi. Il n'y a pas non plus une espèce de conditions partagées. Le précariat, ça concerne aussi bien des gens absolument sans aucune qualification professionnelle que ça concerne des gens surdiplômés, quoi. Donc voilà, on n'a pas affaire justement à une population qui serait sociologiquement homogène, quoi. Et d'où je pense que c'est une espèce de grande difficulté, parce que le précariat définit une condition sans définir encore ni une réalité sociale particulière, ni disons une forme de conscience commune. Donc il y a quelque chose qui à mon avis essaye de se construire à partir de cette dispersion. Et je pense qu'effectivement les mouvements récents qu'on a vus, comme le mouvement du 15 mai en Espagne, les mouvements des indignés, tous ces mouvements d'occupation, sont des mouvements qui justement sont nés de cette situation-là, quoi. Où, au fond, il faut comme se convoquer presque abstraitement, quoi, par Internet, quoi, se convoquer abstraitement par Internet, se réunir, se retrouver dans la rue, quoi, pour constater qu'on constitue une multitude, qu'on constitue d'une certaine façon, un sujet. Donc c'est avec toute la difficulté bien sûr qu'on a quand ce sujet est à constituer, quoi. On a toujours dit qu'un sujet politique, c'était pas simplement un sujet sociologique, quoi. C'était quelque chose qui était créé par un processus politique, quoi. Mais en même temps, on voit bien que dans le passé, malgré tout, l'action politique, elle reposait, pourrait-on dire, sur des sujets malgré tout constitués. Même si les conditions ouvrières étaient très très diversifiées, en fait, il y avait quand même une espèce de noyau commun. Bien, si on pense aux luttes féministes, l'unité des femmes, même si elle recouvrait des réalités complètement différentes, quoi, elle existait, quoi. Précaire, c'est une unité qui, en un sens, n'existe pas, qui doit exister à travers des actions politiques. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ça suppose la possibilité de créer comme des formes autonomes. Dos preguntas en uno. Una sería, ¿cuál es la relación que usted ve entre democracia y neoliberalismo? Y a la vez, si podría reconstruir un poco el contexto en el que usted escribió el libro El odio a la democracia. Ok, alors il y a deux questions, j'ai l'impression, quoi. Moi, c'est-à-dire que la question du néolibéralisme, pour moi, est un problème, parce que je pense que moi, j'aime pas beaucoup le concept de néolibéralisme, quoi, parce que on fait
qu'on fait croire que bon, le libéralisme, bon, c'est effectivement la liberté totale, l'entrepreneur, bon, le modèle un petit peu de la philosophie anglaise du XVIIIe siècle, quoi, disons le petit producteur indépendant qui apporte au marché comme ça sa marchandise. C'est absolument pas ça, quoi. Ce qu'on appelle aujourd'hui libéralisme, néolibéralisme, c'est en fait un système qui est extrêmement contraignant, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, disons, on laisse la liberté de la concurrence, on impose la liberté de la concurrence. Bon, l'Union européenne est une institution essentiellement faite, quoi, bon, pour imposer ça, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire bon, bah, il faut laisser l'initiative. Non, il s'agit de dire bon, bah, si même si les trains marchent bien, même si le téléphone marche bien, il faut casser tout ça pour ouvrir la concurrence. Donc, bon, avec toutes les conséquences par ailleurs qu'on connaît, à savoir bon, la destruction des services publics, des systèmes sociaux, etc. Donc, le néolibéralisme est un système, je dirais, de contrainte, d'imposition de la loi du marché généralisée, quoi. Alors bon, je crois que justement ça a assez peu à voir avec la démocratie. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui ont essayé d'identifier les deux en disant le libéralisme, c'est effectivement la liberté disons, du rapport production-consommation, la démocratie c'est la consommation, c'est l'individualisme, donc néolibéralisme et démocratie c'est la même chose. Alors, bon, je crois que non, si on pense vraiment ce que néolibéralisme veut dire, néolibéralisme et démocratie c'est pas du tout la même chose, quoi. Fondamentalement, ce qu'on appelle néolibéralisme est, disons, une offensive antidémocratique, une offensive contre les formes à la fois d'initiative populaire et contre toutes les formes en quelque sorte aussi de solidarité populaire et de protection populaire. Donc oui, là, effectivement, bon, c'est un petit peu par rapport à ça que j'ai écrit bon, La haine de la démocratie, parce que il s'était développé particulièrement dans mon pays, bon, disons la fin des années 90, au début des années 2000, une espèce de discours de plus en plus insistant, disant mais voyez ce que c'est que la démocratie, voyez 68 que ça a produit, 68 c'était la lutte contre les vieilles structures traditionnelles, mais ces vieilles structures c'est justement ce qui nous préservait de la loi du marché, l'école avait ses murs bien fermés, le marché n'y entrait pas, la famille de même, et maintenant donc tout ce qu'on fait c'est 68 arts, avec la révolte anti-autoritaire, c'est d'ouvrir largement la loi du marché. Et c'est ça la démocratie. Donc on a eu tous ces thèmes disant la démocratie c'est simplement la consommation, c'est simplement le spectacle. On a vu reprendre un peu tous les vieux thèmes critiques, disons, contre la société du spectacle, contre la société de consommation, contre le fétichisme marchand, pour en faire non plus, disons, une critique du capitalisme, mais une critique de ce qu'on appelait la démocratie, en disant c'est ça. La démocratie c'est ça. La démocratie c'est le libre marché, c'est tous les gens qui ne pensent que, disons, à mener leur petite expérience de vie individuelle, à se tailler leur petit empire individuel au sein de l'empire généralisé de la marchandise, quoi. Et bon, ça allait assez loin parce que du même coup, effectivement, toute rébellion contre l'ordre dominant était interprétée elle-même comme une manifestation de ce désir démocratique, de supprimer tous les freins à la consommation. Alors bon, donc il y a eu ces réinterprétations tardives de mai 68, il y a eu, même si c'est venu après la haine de la démocratie, d'ailleurs c'est ça intéressant, c'est venu après, quoi. Il y a eu ces révoltes des banlieues, donc des jeunes des banlieues, cassant pas mal de choses dans les banlieues, quoi. Et bon, il y a eu un intellectuel tout à fait célèbre en France, peu connu à l'étranger, mais qui a fait des grands discours, en plus à ce journal israélien, pour dire, voyez un peu ce que ça veut dire tout ça. Tous ces jeunes, ils voient des choses comme ça à la télévision dont ils sont privés, ils ont envie de tout, quoi. Ils ont envie justement de casser tout ce qui les sépare de ces biens de consommation dont ils rêvent. Donc à la limite, ça voulait dire plus vous vous rebellez, quoi. Plus vous vous rebellez, plus vous montrez que vous n'êtes que finalement non seulement des victimes, mais des agents de cet empire de la consommation. Et puis par là-dessus, il est paru un livre qui est écrit par un ancien ami à moi, qui s'appelait, je crois, les tendances criminelles de la démocratie européenne, qui expliquait en gros que c'est la démocratie qui était responsable de l'extermination des Juifs, quoi. C'était pas Hitler, c'était la démocratie, parce que la démocratie c'est justement l'illimitation, alors que justement la judaïté c'était la limitation, la tradition, la transmission, et voilà. Donc
voilà, on en arrivait là, quoi. La démocratie devenait vraiment la responsable de toutes les catastrophes, de toutes les horreurs de l'humanité. Bon, c'est à partir de là que j'ai écrit ce livre, bon, pour contester un petit peu tous ces thèmes, tous ces thèmes à la mode, toute cette littérature. Et puis essayer de repenser un petit peu la démocratie. Et effectivement, ce qui était intéressant, bon, c'est que il y avait dans la haine de la démocratie un paragraphe justement où on expliquait qu'à la limite, pour tous ces gens, disons les pires agents du capitalisme, c'était c'était justement les jeunes, c'était les jeunes rebelles, c'était que plus les gens étaient pauvres, plus on les accusait de vivre dans l'univers de la consommation, quoi. Et puis bon, il s'est trouvé effectivement que quelques mois après la sortie du livre, il y a eu ces émeutes de banlieue qui ont comme confirmé d'une certaine façon ce que j'avais dit, quoi. Voilà, c'était un petit peu le contexte, qui était un contexte évidemment un peu spécifique à la France, parce que cette polémique a eu un rôle extraordinairement important en France. Il y a des pays où elle n'a pas été bien comprise, quoi. Bon, notamment les pays anglo-saxons, on dirait tous les marxistes anglo-saxons qui tiennent quand même vraiment à ce qu'on dise que la démocratie, c'est l'apparence formelle, la réalité c'est le capitalisme. Bon, en général, ils n'étaient pas très contents, quoi, etc. C'est celui de mes livres qui s'est le moins bien vendu en Angleterre. En su libro El espectador emancipado hay una crítica muy fuerte a lo que se llama el arte activismo, la militancia del arte. ¿Qué significa esa defensa que hace usted del espectador y trasladar de alguna manera las tesis de Jacotot al mundo del arte? Oui, bon, il se trouve que d'une certaine façon, la relation, c'est pas moi qui l'ai faite. Il se trouve qu'il y a, mon livre, Le Maître ignorant, a d'abord été lu beaucoup plus par des artistes, et notamment notamment dans le monde de la danse, que par des professeurs. Donc voilà, bon, il y a des chorégraphes comme ça qui se sont intéressés à ce livre, et c'est un chorégraphe qui m'a invité, enfin un chorégraphe performeur qui m'a invité à parler un jour parce qu'il faisait un colloque sur le spectateur. À un moment donné, ça est devenu une question importante dans les milieux artistiques. Bon, le spectateur. Et justement, je pense qu'a commencé chez eux aussi une espèce de réflexion critique sur l'opposition classique, actif, passif, donc sur toute la tradition un petit peu, certaines traditions de l'art politique comme art qui doit rendre le spectateur actif. Je pense que s'ils m'ont appelé moi, c'est parce que déjà ils avaient l'idée que je pouvais changer un petit peu la donne, quoi. Donc voilà, j'ai été invité à parler dans un colloque sur le spectateur. Et bon, à partir de Jacotot, j'avais souvent cette consigne, quoi. Alors voilà, j'ai rempli la consigne en écrivant un texte qui s'appelait Le spectateur émancipé, quoi, qui au départ n'était que, disons, un exposé pour ce colloque. Et puis, bon, il s'est trouvé qu'en même temps, comme j'avais écrit un certain nombre de textes, comme Le partage du sensible, qui avait un peu pas mal touché le monde de l'art, quoi, je me suis trouvé de plus en plus avoir à parler à des artistes, à des commissaires d'exposition, et à être frappé par justement la permanence chez eux d'une sorte de discours, de la dénonciation, en disant de toute façon dans le monde de l'art, ce qu'on fait, ce n'est jamais que du marché, ce n'est jamais que la loi du capital, etc. Et bon, je trouve, ça n'est jamais que du spectacle. Donc, enfin bon, un jour, je me suis trouvé comme ça dans un amphithéâtre, donc d'une espèce d'école, d'une faculté à Londres, qui est disons le Goldsmiths College, qui est un petit peu à la fois l'école, des artistes à succès du genre Damien Hirst, quoi, et puis aussi l'école un peu des activistes, quoi. Et bon, et tous ces gens-là m'opposaient à oui, vous parlez d'émancipation, mais regardez, l'art, c'est l'État, c'est le marché, il n'y a rien à faire, etc. Alors bon, à un moment donné, je leur ai renvoyé un peu la balle en disant, s'il n'y a rien à faire, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Pourquoi vous êtes des activistes? Bon, est-ce qu'il ne faut pas repenser un petit peu cette pratique, quoi? Alors à partir de là, voilà, j'ai essayé de reprendre un peu d'une part la question du spectateur, la question de l'activité du spectateur, quoi, et en même temps, bon, aussi de reprendre cette trajectoire qui avait été la trajectoire de l'art dit critique. Bon, l'art dit critique était un art qui voulait justement comme montrer aux gens une certaine époque dans la tradition de Bertolt Brecht, un peu une réalité qu'ils ne pouvaient pas voir ou qu'ils ne voulaient pas voir. Bon, on sait que ça avait une certaine importance aux États-Unis au moment des grands mouvements contre la guerre du Vietnam. Montrer aux gens ce qu'ils ne voulaient pas voir, donc comme Martha Rosler par exemple, mettre les images de la guerre du Vietnam
femme, disons, sûre des images du bonheur domestique américain, quoi. Et puis bon, ça c'était les années 70, quoi. Le problème c'est que 30 ans après, 20 ans après, 30 ans après, on continuait un petit peu à faire les mêmes choses, quoi. Le même type de dispositif pour démontrer aux gens que tout était la marchandise, le spectacle, et ainsi de suite, sauf que ça n'avait plus aucun intérêt, quoi, parce que tout le monde en était convaincu. Le dispositif devenait quelque chose qui tournait sur lui-même. J'avais été particulièrement frappé par une exposition qui avait eu lieu d'abord aux États-Unis. Aux États-Unis, ça s'appelait Let Us Entertain, quoi. Ce qui veut dire, justement, finissons-en avec toutes ces histoires de politique, etc., quoi. Et qu'en France, on l'avait rebaptisé comme au-delà du spectacle. C'est-à-dire, on avait transformé ce qui était une espèce de manifeste post-moderne, disant maintenant faisons la fête, quoi, en une espèce de manifeste politique strict, disant on va critiquer le spectacle à mort, quoi. Et bon, ça, l'exposition, effectivement, était amusante, quoi, mais elle critiquait rien du tout. Et bon, ça m'était un petit peu un point essentiel, où j'ai essayé de dire, bon, essayons maintenant de mettre les choses au point, quoi. Cet art critique ne critique plus rien. Et essayons de penser aujourd'hui qu'est-ce que c'est que, non plus un art critique, mais peut-être plus modestement, un art qui essaye un petit peu de faire des petits déplacements, quoi, des petits déplacements par rapport à l'ordre consensuel, par rapport à la manière dont le monde officiel, dont le monde médiatique organise la visibilité du monde, quoi. Pensons un petit peu les artistes, pensons notamment les photographes, les cinéastes, comme produisant non pas des grandes révélations révolutionnaires, mais ces légers déplacements dans la visibilité du spectacle du monde et dans la manière dont on pouvait lier les choses à des significations. A partir de los libros que ya mencionamos, pero también de un libro tan importante como El Desacuerdo, también teniendo en mente su discurso cuando recibió el doctorado honoris causa. Sí. La pregunta sería si hay una teoría de las instituciones o cuál es el significado que usted le da a la institución en su teoría política. Bon, moi, je n'ai pas de théorie des institutions, sauf que, disons, les institutions, fondamentalement, font partie de la société, font partie d'un ordre social. Par exemple, une institution comme une institution universitaire est une institution qui à la fois occupe, on peut dire statutairement, une tranche de la vie des individus, est censé faire coïncider cette tranche de la vie avec une formation qui permettra aux gens après à la fois d'être des hommes conscients et responsables et des travailleurs munis d'un emploi, quoi. Donc c'est une fonction de l'institution, quoi. Alors bien sûr, ces fonctions de l'institution, en un sens on peut dire elles sont neutres, quoi, et en même temps bien sûr elles ont toujours des fonctions prises dans un système global, et de plus en plus malgré tout, effectivement, l'instruction est prise dans un système global où elle est supposée en quelque sorte, s'insérer et puis insérer les gens dans cet ordre global, donc faire que finalement, au fond, il y a une correspondance entre les savoirs appris à l'école et les possibilités de travail et les possibilités de vie ultérieures, quoi. Et voilà, je dis, une institution maintenant est faite pour ça, mais est faite pour ça dans un cadre où de plus en plus, justement, cette harmonie supposée entre apprentissage scolaire, processus économique global et vie individuelle, de plus en plus, disons, cette harmonie apparaît comme mensongère, quoi. Ce qui fait que l'institution doit en quelque sorte constamment fournir comme une espèce de fonction qui est de faire croire qu'elle tourne. Et je crois que c'est ça qui est très important, c'est qu'une institution n'est pas simplement quelque chose qui produit des résultats concrets, mais c'est une institution explicatrice au sens que donnait Jacques Cotto, c'est-à-dire une institution qui en même temps, d'une certaine façon, produit un certain nombre d'évidences et qui devient un petit peu comme une espèce d'auto-justification, quoi. Donc, moi j'ai vécu un petit peu le début d'une période où l'État français, disons, réformait un petit peu tous les ans le système éducatif, quoi, justement pour que de plus en plus ce système fonctionne comme une légitimation du fait que l'État prévoyait, que l'État pensait le futur, que l'État organisait le futur, quoi. Et voilà, donc pour moi c'est important, c'est ça, c'est qu'une institution est toujours en même temps, au fond, productrice d'un discours, productrice d'une forme de conscience, productrice d'une forme d'adhésion, ce qui fait que pour moi, justement,
je trouve un peu désespéré l'idée qu'on va transformer les institutions au sein d'une société comme la nôtre, quoi. Je crois que ce qu'on peut, c'est travailler en quelque sorte au sein de ces institutions pour y instaurer comme des déviations, comme des zones de liberté, comme des déviations par rapport à leur fonction normale, quoi. C'est pour ça que lorsqu'on me pose la question de qu'est-ce qu'il faut que soit l'université, pour moi je dis c'est pas la bonne question. La bonne question c'est qu'est-ce que nous qui pensons malgré tout que le monde n'est pas absolument rationnel et pas absolument juste, quoi. Qu'est-ce que nous pensons que nous pouvons y faire pour, dans ce cadre-là, introduire des formes de contre-logique. Pero eso sería una suerte de institución desexplicadora. Oui, oui, effectivement, je me suis permis ce mot par rapport donc à la théorie de Jacotot qui dit qu'une institution est comme une espèce d'explication en acte de la société et qui met en cause cette fonction de l'explication qui est toujours justement de créer de la distance, disons, d'être le savoir qui montre aux gens qui ne savent pas. Donc, et bon, bien sûr, on peut penser dans une institution, on peut penser notamment aux médias qui jouent les rôles aujourd'hui des grands explicateurs, quoi. Et bon, l'explication, c'est donc quelque chose qui constamment transforme toute chose en une énigme et qui fait du même coup un partage entre les savants qui tout le temps passent leur vie à nous déchiffrer l'énigme et puis nous pauvres idiots qui ne pourront pas la déchiffrer sans ces savants explicateurs, quoi. Alors j'ai dit par rapport à ça, oui, le travail c'est un peu comme de désexpliquer, c'est-à-dire de rendre les choses un peu de rendre les choses à leur statut normal. Bon, les choses, on vit dans un monde qui n'est pas un monde d'énigmes, qui est pas incompréhensible. Il n'y a pas à nous expliquer la loi du capitalisme caché. La loi est assez claire, quoi. Les phénomènes de notre monde, les phénomènes de domination, d'injustice sont assez clairs. Il n'y a pas à nous les expliquer, quoi. Or, au contraire, il y a se demander qu'est-ce que c'est que ces systèmes explicateurs, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs évidences, toutes ces évidences qu'on nous ramène tous les jours, par exemple, sur l'évolution nécessaire du monde, la mondialisation, la globalisation, qu'il faut s'adapter. Bon, est-ce que ça c'est évident, quoi? Est-ce qu'on ne peut pas défaire un petit peu ces discours, défaire leur évidence, quoi? À ce moment-là, effectivement, on se retrouve avec un monde de choses sur lesquelles on a un peu de la prise, quoi. Et puis aussi un monde de raisons où les raisons qui nous disent qu'on ne peut rien faire apparaissent tout d'un coup fragiles. Uh-huh. Bueno, le pregunto dos palabras como en términos casi de un abecedario para terminar. Sí. La primera es que le produce a usted la palabra tercer mundo. Bon, tiers-monde est vraiment une parole, enfin c'est un mot qui est daté, c'est un mot qui était des années 1900, fin des années 1950, début des années 60, qui a été le mouvement où effectivement on sait qu'il y a un certain nombre de chefs d'État, comme Nehru en Inde, comme Tito en Yougoslavie, comme Sukarno en Indonésie, ont voulu constituer quelque chose comme une espèce de troisième bloc, quoi, entre le monde capitaliste et le monde communiste, quoi. Bon, ça a été aussi, bien sûr, ce moment tiers-monde, ce mot de tiers-monde a correspondu à toute une série de mouvements de décolonisation, et notamment, bien sûr, pour les Français au moment de la guerre d'Algérie, mais aussi au moment où, la France a là sans combat, disons, donner leur autonomie aux anciennes colonies françaises. Donc voilà, ça a été au moment aussi où il y avait un certain nombre de combats, plus ou moins révolutionnaires. Bon, on peut penser au Congo, le Congo de Lumumba, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, il y a eu ce moment où on avait l'impression qu'il y avait comme une espèce d'autre monde, et même Cuba, la révolution cubaine a été prise un peu au départ dans cette idée du tiers-monde, quoi, même si Cuba s'est complètement rallié en fait au système soviétique, mais ça paraissait comme un peu le lieu d'une révolution nouvelle. En plus, le tiers-monde, c'était aussi un peu c'était le monde du soleil, quoi. Malgré tout, la révolution soviétique, c'était un peu la révolution du gel, quoi. Donc, alors que là, il y avait un côté comme ça, un côté soleil, un côté festif. Bon, à l'époque, on nous vendait un peu Cuba comme aussi justement ça. Il y avait tout qui allait avec, quoi. La chanson, le soleil, la joie de vivre, l'idée d'une révolution gay, quoi. Voilà, je crois que dans le mot tiers-monde, il y a eu tout ça un petit peu à un moment donné qui a créé le sentiment que oui, justement, c'était, il y avait des nouvelles espérances, qu'on n'était plus entre le vieux capitalisme et puis le communisme un peu sinistre de l'Union soviétique. Y la última para terminar, oui. la palabra verdad. Vérité.
Vérité, bon, ça, la vérité est une parole un petit peu, un peu difficile, quoi. Disons que, bon, moi, ce qui a été important pour moi par rapport à la parole de vérité, ça a été aussi dans la théorie de l'émancipation intellectuelle de Jacques Otto, l'idée de la vérification, c'est-à-dire l'idée que justement, il n'y a pas des vérités. Moi, je ne suis pas du tout relativiste. Je suis pas du tout relativiste. Je pense que, disons, on cherche toujours la vérité. Je suis pas relativiste, perspectiviste, etc. Mais je dis deux choses, quoi. Bon, la première chose, c'est que la vérité est comme l'affaire d'une espèce de vérification. Bon, c'est comme un horizon, quoi. Un horizon, on essaye de s'en approcher, et s'en approcher, bon, ben, effectivement, c'est d'émettre des hypothèses, ou, comme le dit Jacques Otto, de partir de présuppositions. Et puis ben, on essaye de la vérifier, ça veut dire on s'embarque sur une idée, émancipation intellectuelle par exemple, bon, c'est une drôle d'idée, quoi. Égalité des intelligences, bon, c'est une très très drôle d'idée, c'est pas une vérité au sens, on peut pas le prouver, quoi. Mais c'est un mot qui justement oblige à une vérification, c'est-à-dire engage sur le terrain d'une recherche. La recherche ne trouvera peut-être pas la vérité, mais elle trouvera des nouvelles choses qui vont modifier le paysage du savoir, mais qui vont aussi modifier le paysage des relations entre les hommes, c'est-à-dire en gros qui vont modifier le paysage de la distribution hiérarchique des capacités. Merci beaucoup.